Rosetta, c'est une mission européenne, une mission majeure qui a permis d'envoyer une sonde automatique autour d'une comète et d'y déposer un atterrisseur. Voilà. Alors donc c'est cette mission d'exploration que je vais avoir le plaisir de vous décrire maintenant. Dans l'histoire, les comètes, il faut voir qu'au niveau de l'histoire humaine, les comètes que l'on peut observer à l'œil nu, on peut en observer à peu près 3 ou 4 au maximum dans une vie humaine. C'est dire que les comètes sont des phénomènes tout à fait particuliers et qui ont, dans l'histoire, un peu effrayé l'humanité. Donc autour des comètes, on associait des certain nombre de croyances en associant des événements, des catastrophes à l'apparition de comètes. Alors en fait, qu'est-ce que c'est qu'une comète? Une comète, c'est un corps céleste. C'est un corps céleste qui tourne autour du Soleil, mais à une distance très très grande du Soleil. Mais ce corps qui est composé de matériaux solides et d'eau, lorsqu'il se rapproche du Soleil, le Soleil met en ébullition l'eau et fait sublimer les corps solaires qui s'y trouvent, et tous ces corps sont éclairés par la lumière du Soleil qui donne ce qu'on appelle cette queue de gaz et de poussière qui peut être un long, qui peut avoir des milliers de kilomètres de long, et c'est ce qui peut être observé à l'œil nu. Ceci étant, la plupart des planètes ne sont pas visibles à l'œil nu et même pas au télescope. Beaucoup de comètes sont simplement des corps célestes qui tournent et qui ont de très petites émanations qui ne sont visibles, qui sont pratiquement pas visibles. Donc il est difficile de les détecter. Alors pourquoi on s'intéresse aux comètes? Eh bien parce que les astronomes pensent que les comètes ont commencé à tourner autour du Soleil dès le début de l'histoire du système solaire, c'est-à-dire il y a environ 4 milliards et demi d'années. Et dans cette hypothèse-là, les comètes sont des témoins des origines du système solaire. Donc on pense que si on connaît un peu la composition, le comportement des comètes, on pourra avoir une idée de la formation du système solaire en général et de la Terre en particulier. Par exemple, suivant certaines théories, l'eau qui existe sur notre globe terrestre a été apportée par les comètes. Donc c'était une des raisons qui conduisent à essayer de comprendre de quoi se composent les comètes. Alors, ce panneau explique comment, au début de l'exploration astronomique, on observait les comètes avec des télescopes, d'abord à l'œil nu, puis des télescopes de plus en plus précis et de plus en plus grossissants. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dès le XVIIIe siècle, certains astronomes, dont Keeler, ont pu imaginer que ces comètes pouvaient revenir périodiquement. Donc la période de la comète de Halley, si j'ai bon souvenir, c'est de l'ordre de 67 ans. Lorsqu'on a commencé à faire une exploration de l'espace au moyen de sondes spatiales, eh bien on a commencé à faire un certain nombre de missions. Différents pays ont fait des missions, notamment les Américains, mais surtout les Européens. Les Européens se sont fait une spécialité de l'exploration des comètes avec 2 missions majeures qui toutes deux ont rempli pratiquement tous les objectifs qui s'étaient alloués, la mission Giotto et la mission Rosetta. La mission Giotto, qui a permis à une sonde de passer à proximité de la comète de Halley, a montré la forme un peu bizarroïde de ces corps célestes. Et sur la base de cette première expérience, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, dont la France est un des pays membres, a conçu cette mission dès la fin
des années 80. Et la conception a duré à peu près une quinzaine d'années. Le lancement, la fusée qui a lancé la sonde Rosetta a été lancée en 2004. Et l'observation de la comète s'est passée entre début 2014 et début 2015, c'est-à-dire près de 10 ans après le lancement et plus de 20 ans après le début de la conception de la mission. Ça veut dire que 20 ans à l'avance, 20 à 30 ans à l'avance, ces remarquables ingénieurs et savants ont pu prévoir tout ce qui allait se passer. Et en particulier, l'un des grands succès de cette mission Rosetta, c'est la conception de la trajectoire de la sonde. Parce que le problème, c'est que la comète, elle va très très loin au-delà de la trajectoire de la Terre à une vitesse beaucoup plus grande. Donc pour arriver d'une part à atteindre la trajectoire de la comète et d'autre part obtenir une vitesse équivalente à celle de la comète au moment du point de rendez-vous, on s'est servi, on a utilisé le principe de l'assistance gravitationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a fait passer la sonde à proximité de la Terre à un moment opportun pour que le passage de la Terre lui donne une première accélération. On lui a fait un deuxième passage qui a fait une deuxième accélération. Ensuite, elle est allée au-delà de Mars, elle est passée près de Mars et on a fait une troisième accélération en profitant de la vitesse de la planète Mars. Et là, la sonde est revenue près de la Terre, on a fait une quatrième accélération avec la planète Terre. Et c'est avec cette trajectoire extrêmement complexe qui figure sur ce graphique que vous voyez là, donc trajectoire qui a duré plusieurs années, en 2011, on a mis la sonde en sommeil pour économiser de l'énergie électrique et on l'a ranimée 3 ans après, en 2014, fin 2014. Mais on ne savait pas du tout si ça allait marcher. Et ça a marché. La sonde s'est réveillée et on a pu commencer à faire tout ce qui était prévu dans cette mission. Alors, la sonde de Rosetta, on la voit là en photo. On la voit là aussi en photo. Alors, pour vous donner quand même, c'est un objet énorme. Il faut voir que quand les panneaux solaires de la sonde Rosetta sont déployés, l'envergure est 32 mètres. C'est-à-dire pratiquement l'envergure d'un avion de transport, d'un Airbus A320 à peu près. Et d'autre part, là vous voyez le corps de la sonde Rosetta. Vous allez voir tout à l'heure l'atterrisseur Philae, une maquette de l'atterrisseur Philae. L'atterrisseur Philae, il fait à peu près 1 mètre cube. Et vous voyez que sur la sonde Rosetta, ce n'est qu'un petit objet. Donc c'est pratiquement, Rosetta, c'est gros comme un camion. C'est comme si on avait envoyé un gros camion dans l'espace, rempli d'instruments de mesure, etc. Avec la mission Rosetta, on peut dire que la sonde Rosetta a parfaitement fonctionné. Par contre, l'atterrisseur Philae a eu 2 petits problèmes. Il a eu un problème avec un petit réacteur qui avait pour but de ralentir la vitesse de l'atterrisseur au moment de l'impact. Et le deuxième dispositif qui n'a pas fonctionné, c'est des crampons qui étaient fixés au bout des bras. Alors, par contre, les bras, c'est des bras qui permettaient un atterrissage qui permet d'amortir le choc. Ça a très bien marché. Par contre, les crampons n'ont pas marché et il en est résultat que la sonde a rebondi. Alors, pourquoi elle est rebondi? Pardon? Oui, ça le fait rire. Ça le fait rire, comme un ballon. Mais il faut voir que c'est pas du tout comme ce qui se passe sur Terre, parce que cette sonde, qui pèse pratiquement 100 kg sur Terre, sur la comète, l'équivalence, elle ne pèserait qu'1 gramme. Parce que la force d'attraction de la comète est petite par rapport à la Terre. Donc la force d'attraction sur l'atterrisseur est quand même très faible. Et c'est pourquoi, quand la sonde Rosetta a lâché son atterrisseur,
eh bien l'atterrisseur a mis 7 heures avant d'arriver doucement sur le sol de la comète. Mais malheureusement, comme il gardait une certaine vitesse résiduelle et que les crampons n'ont pas fonctionné, il a rebondi. Il a rebondi et il est resté en l'air, je crois, pendant 2 heures, me semble-t-il. Et ensuite, il est allé se coincer comme une falaise, contre une falaise. Mais ça, on ne le savait pas à ce moment-là. On n'a su qu'après, à partir des quelques photos que l'atterrisseur a pu envoyer à la sonde Rosetta et que la sonde Rosetta a retransmis par radio à la Terre. Alors, cette mission a permis quand même de montrer, enfin, l'atterrisseur a permis de faire un certain nombre d'analyses, et la sonde, et en particulier, on a vu effectivement de l'eau. Mais c'est pas la même eau que sur Terre. C'est une air qui a une composition atomique différente de l'eau qu'il y a sur Terre, c'est de l'eau lourde, hein, ce qu'on appelle de l'eau lourde, qui est différente de l'eau qu'on a sur les océans. Alors, donc, on n'a pas pu conclure que les comètes, c'est les comètes qui avaient apporté de l'eau sur la surface de la Terre, mais on n'a pas pu démontrer l'inverse, parce qu'il faudra l'analyse de bien d'autres comètes pour savoir si toutes les autres comètes n'ont que de l'eau lourde ou certaines d'entre elles ont de l'eau normale. Donc aujourd'hui, l'hypothèse des astronomes, c'est que les comètes, il reste probable que ce soit les comètes qui apportent l'eau sur Terre. Voilà. Et puis il y a eu des tas d'autres mesures de fait. On a déjà des résultats très très importants, mais il faut savoir qu'avec tous les enregistrements qui ont été faits, il y en a pour des années et des années d'études encore pour les astronomes, pour exploiter toutes les mesures qui ont été faites à bord de à la suite de cette mission Rosetta. Et tous les résultats, toutes les photos sont publiques. Vous pouvez accéder vous-même en allant sur le site de l'Agence spatiale européenne. Vous allez sur Rosetta et là vous pouvez accéder à toutes les photos qui ont été faites lors de la mission. Donc voilà pour terminer pour la mission en Rosetta. Et nous allons passer maintenant à l'exploration de la Lune. Je vous invite juste à voir ces maquettes de fusées de façon que vous ayez une idée de la dimension de la fusée Saturne V qui a lancé le vaisseau lunaire, les vaisseaux lunaires Apollo. Vous voyez, toutes les fusées qui sont là sont des maquettes à l'échelle 1/72e de fusées de lancement de satellites. À droite, vous avez des fusées russes. Là, il y a des fusées chinoises, indiennes et japonaises. Ici, vous avez des fusées américaines. Et la fusée qui est là, c'est une fusée européenne, Ariane 4. Toutes les fusées que vous voyez là sont des fusées qui sont toutes à l'échelle 1/72e. Elles ont toutes à peu près les mêmes dimensions. Et bien, vous allez voir maintenant la dimension, en proportion, la dimension de la fusée Saturne V qui a lancé cette Apollo. Bon, vous avez gardé en tête l'image, la dimension relative des fusées. Eh bien, voilà la fusée Saturne V à la même échelle de 1/72e. Vous voyez donc que cette fusée était bien plus grande que toutes les fusées existantes. Elle pesait 3000 tonnes au décollage, c'est-à-dire presque la moitié du poids de la Tour Eiffel. Et il y a eu 6 lancements de fusées Saturne V et les 6 lancements ont été des réussites. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors donc là nous retrouvons notre fusée Saturne V avec ses différents éléments, premier étage, deuxième étage, troisième étage, et avec dans la coiffe vous avez tout le vaisseau et la tour de sauvetage qui aurait été allumée pour le cas où la fusée n'aurait pas pu partir normalement. Et cette partie-là, on la trouve ici. Elle se compose de 3 parties. Un module de commandement, un module de commandement et de propulsion, et le module lunaire qui va se poser sur la Lune. Et pour vous donner une idée de la complexité de la mission,
c'est que compte tenu de sa dimension, la très grande dimension du module lunaire, en fait, il était renversé, il était placé, il était en dessous pendant la mission. Il a fallu l'amener devant le module de propulsion avant l'alunissage. Et donc, le module de commande et le module de propulsion sont restés en orbite autour de la Lune avec Collins à bord, et le module lunaire lui-même s'est posé avec Armstrong et Aldrin. Et en fait, le module lunaire se pilotait avec des rétrofusées. Au départ, il a été piloté automatiquement, mais le commandant de bord, Neil Armstrong, a jugé il a vu le sol, il a jugé que le sol sur lequel le module allait se poser n'était pas favorable. Il a repris les commandes en manuel et il a déplacé le module jusqu'à un endroit qu'il a jugé favorable. Lorsqu'il a fini par se poser, il n'y avait plus que quelques secondes de carburant en réserve. Alors on voit ici une maquette du module lunaire. Alors ce n'est pas la mission Armstrong, puisque là il y a un rover. Le rover, ce qu'on appelle le rover rover, en anglais ça veut dire baladeur. Hein. Et c'est le nom qu'on a donné qu'on donne maintenant à tous les engins qui se déplacent sur les corps célestes autres que la Terre. Et donc là, cette mission-là n'est pas la mission Apollo 11. Et par contre, vous avez la combinaison. Alors un exemple de combinaison lunaire. Alors cette combinaison lunaire, elle doit être extrêmement performante parce qu'il faut qu'elle protège les astronautes des rayonnements très forts. Il n'y a aucune protection par l'atmosphère. Et la température sur la Lune, elle varie entre moins 100 degrés Celsius à l'ombre et plus 150 degrés Celsius au soleil. Et en plus de ça, il faut que les astronautes aient une autonomie d'environ 4 heures dans ces scaphandres. Je crois que c'est une centaine de kilos à terre. Hein. Par contre, évidemment, sur la Lune, c'est beaucoup plus léger, c'est le tiers. Alors, un petit détail, c'est les anneaux rouges. Alors, les anneaux rouges, on ne les a pas lors de la première mission. Ils ont été rajoutés à partir de la deuxième mission parce que lorsque Armstrong et Aldrin se sont photographiés mutuellement, on ne les distinguait pas sur les photos. Donc, à partir de la deuxième mission, on a mis des galons au commandant, des galons rouges. Voilà. Alors, entre-temps, les Russes ne sont pas restés inactifs. Les Russes, en fait, ont été les premiers à atteindre la Lune avec différentes missions. Alors, en fait, ils ont même fait plus d'une vingtaine de missions lunaires, dont beaucoup ont été des échecs. Mais ça, on ne l'a su qu'après. Parce qu'évidemment, ils ne parlaient que de leur succès. Et comme même quand ils avaient eu un succès partiel, par exemple, quand ils ont fait passer une sonde à peu près à 8000 km de la Lune, ils étaient les premiers à réussir ces coups-là. Mais en fait, ce n'était pas ce qu'ils avaient prévu au départ. Donc, ce qu'ils ont annoncé dans les journaux, on a réussi à faire passer une sonde à 8000 km. Ça, c'était une première. Mais par contre, ce n'est pas exactement ce qui était prévu. Alors, ceci étant, c'est eux quand même qui les premiers ont touché la Lune, donc avec Lunar 3. Et puis, avec Lunar 9, ils ont été les premiers à poser une sonde sur sa Lune qui s'est posée doucement et qui a pu poser, donc avec une rétrofusée, et qui a pu faire des mesures. Et puis ensuite, et ça c'était avant l'émission américaine. Et après l'émission américaine, en 70, ils ont déposé 2 rovers qui ont fait pas mal de kilomètres sur la Lune. Et donc c'était des robots télécommandés. Là c'était vraiment une première parce que c'était des robots télécommandés.
Donc voilà pour l'exploration de la Lune. Et nous allons terminer cette rapide présentation du Hall de l'espace en parlant des missions vers d'autres planètes et au-delà. Et ici, nous avons deux maquettes. Venera 3 et l'atterrisseur de Venera 7. Alors Venera, ça veut dire Vénus en russe. Bon, parce que les Russes se sont fait aussi une spécialité de l'exploration de Vénus. Ils ont envoyé une vingtaine de sondes vers Vénus et certaines d'entre elles ont pu atteindre la planète Vénus et parmi ces sondes, certaines d'entre elles ont pu se poser et envoyer des mesures. Alors c'était très difficile, pourquoi? Parce qu'on s'en est aperçu justement grâce aux mesures faites par ces sondes. La température de l'atmosphère sur le sol de Vénus est de 475 degrés Celsius et la pression est de 100 atmosphères. C'est-à-dire que les instruments terrestres qu'on envoyait là-bas avaient une très courte durée de vie. C'est pourquoi les premières sondes que les Russes ont envoyées, en fait, s'arrêtaient d'émettre avant même de toucher le sol. Et cette sonde, Venera 7, est la première sonde qui a réussi à toucher le sol lunaire et à émettre pendant 27 minutes. Et ensuite, elle s'est arrêtée d'émettre. C'est-à-dire qu'elle a été complètement détruite par les conditions. Et dans les sondes suivantes, les Russes ont réussi à augmenter la durée de l'émission et donc de la durée d'envoi de mesures de 47 minutes, puis 3 heures, puis quelques heures. Voilà. Et pour terminer ce rapide tour d'horizon, eh bien, je vous présente les sondes, une maquette de la sonde Voyager. Les Américains ont envoyé 2 sondes Voyager qui sont les premiers engins humains à sortir du système solaire. Et l'une de ces 2 sondes continue à envoyer des signaux que l'on peut continuer à exploiter. Voilà. Mais pour le moment, il n'est pas à l'échelle humaine d'envoyer des sondes et de les faire revenir au-delà des planètes les plus extérieures du système solaire.